On est là? On est là. Salut les gars et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui j'ai deux légendes avec moi et j'ai pas préparé mon intro. Du coup on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait la rencontre de Jamel il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines je dirais. Un peu plus, non, quand même. Ouais, un mois, mais on s'est vu que 2-3 fois. Oui, c'est ça en fait. Mais depuis il y a une alchimie, une connexion, une histoire d'amour. Absolument. Et Jamel a commencé à me présenter des gens très intéressants qui viennent de France vers Dubaï. Et c'est hier que j'ai fait la rencontre de Karim, qui est aussi donc, ici avec nous et qui est dans le stand-up, dans les stand-up comedy club, on va dire. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais commencer avec toi. Voir un peu D'accord. ton parcours, comment tu as commencé, qu'est-ce que tu fais exactement, et puis on reviendra sur Jamel. D'accord, très bien. Ça, je vais pouvoir contrôler ce qu'il dit, et puis Ouais. Merci pour raconter ce que je dis. l'invitation déjà. Et encore enchanté de t'avoir rencontré. Bah, écoute, plaisir partagé. Voilà. Et comment j'ai commencé? En fait, oui, donc je suis dans le milieu de la restauration en France depuis maintenant presque 20 ans. Et il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai ouvert un lieu qui s'appelle le Paname Art Café. Et rapidement, c'est devenu un lieu qu'on appelle un comedy club, un lieu de stand-up. Ok. En même temps que la restauration, que le bar. Il y a eu le stand-up d'abord ou la restauration d'abord? Il y a eu un lieu Il y a eu un pour lieu. commencer. Mais il y avait la passion vers la... En fait, pendant les travaux, j'ai fait fabriquer une scène. Ok. Mais je ne l'avais pas prévu. Consciemment, j'avais pas prévu. Mais inconsciemment, je pense que oui, parce que comme je l'ai fréquenté un peu, parce que je connaissais Jamel déjà, et aussi Kader Aoun, qui ne présente plus dans le stand-up. Et lorsque on a ouvert, il s'est trouvé être disponible pour relancer toute une nouvelle génération de stand-uppers parisiens et français, voire belges. Et qu'est-ce qui était attirant dans ton club qui a fait qu'il y a eu une ébullition de talents qui sont venus et qui ont... tu as même quasi produit des artistes qui sont devenus par après... plus ou moins. Production non, pas moi, mais L'ancien, avec Kader Aoun, oui, lui il a produit, mais c'est vrai qu'on est très liés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Kader a lancé lui le stand-up en France avec Jamel, Thomas Sisley. Il a créé le Comedy Club aussi avec lui. De là est née donc une première vague comme ça d'humoristes, Fabrice Eboué, Thomas Gijol, Blanche. Bon, peut-être que ces mots ils veulent rien dire, ou des noms qui veulent rien dire chez ceux qui t'écoutent d'habitude, mais bon, en France ils sont réputés. Ensuite, moi j'ai ouvert et bon, ils se sont séparés et moi je le connaissais de toute façon parce que il fréquentait déjà un de mes établissements d'avant. Donc voilà, après c'est quelque chose un peu de naturel parce que c'est comme si ça devait être fait. Ouais. Parce que dès lors qu'on a ouvert, moi j'ai pensé à cette scène. Les subprimes en 2008 ont foutu un peu la merde et après il fallait se renouveler déjà un peu à l'époque et on a vite lancé les premières scènes stand-up. Très bien. Et Jamel, En fait, il y a eu deux endroits très importants en France. Il y a eu trois endroits très importants pour la comédie en France ces 40 dernières années. Il y a eu le Splendide, enfin ces 50 dernières années même peut-être. Le Splendide, qui a fait exploser toute une génération de comédies et de comédiens et de comiques en France. Après, il y a eu Jamel qui a quand même fait un travail incroyable. Bon, il y a une tête de Bouvard et tout ça, mais bon. Mais ensuite en scène, il y a eu le Jamel Comedy Club. ouais. Et aujourd'hui, il y a le Paname Art Café, qui est vraiment la nouvelle scène où aujourd'hui, tu as toute la génération, tous les gens qui débutent dans la comédie sur scène aujourd'hui en France passent par là. C'est assez incroyable. Et ce qui est formidable, c'est qu'il ne l'avait pas prévu. Et en fait, c'est toujours des endroits dans lesquels les choses ne sont pas vraiment prévues qui se passent. Voilà, et puis voilà, mais ça a marqué vraiment une génération. Ouais. C'est en train de marquer une génération en ce moment. Oui, on a improvisé, on a appris, Bon, ensuite, quand même, je suis allé à New York, je suis allé voir le Comedy Cellar, j'ai fait le Love Factory, j'étais évidemment... Puis je me suis dit, on n'est pas très loin en fait, hein. C'est aussi une cave, c'est aussi un resto, et du coup, après, on s'est senti beaucoup mieux et on est complètement décomplexé. Et là, on a multiplié les scènes. En fait, moi, j'ai considéré que tant qu'il y avait de la demande, il fallait proposer. Alors, comme le cinéma, il y a des séances. Donc,
Bah, elles ont commencé à 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h. Et à chaque fois avec des line-up différents et en fonction des heures, des niveaux différents. Mais on s'est retrouvé rapidement avec 100-150 artistes. Et un système qui... Ouais, c'est fou. Voilà, c'est fou ce qu'ils ont fait, c'est dingue ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc quand même, c'est génial. T'imagines, c'est une scène vivante le week-end. Alors ça commence même à midi. Tu vois, le week-end à midi, de midi à 1h du matin, 2h du matin, t'as des gens qui jouent quoi. C'est quand même. Et Paris, il faut savoir une chose, Paris, c'est l'une des villes au monde où il y a le plus de spectacles vivants qui sont créés qui sont joués tous les soirs, enfin toute la semaine. Ouais. T'as, je sais pas, un nombre, je vais te dire des conneries, mais t'as un nombre dingue de spectacles qui sont joués tous les soirs à Paris. Et là-bas, tu as une programmation non-stop, le week-end, les jours fériés. Donc c'est un travail extraordinaire. Mais j'aimerais revenir un peu sur Jamel parce que... Je comprends pas que j'ai envie de parler de lui et pas de moi. si. Mais Jamel, on a l'impression que ça fait 200 ans qu'il est dans le métier. De par l'expérience qu'il a, les histoires qu'il nous raconte, etc. Parlons un peu de toi, de tes débuts. Tu es un réalisateur qui est très proche du génie pour moi. Non, c'est gentil. De par ta personne, de par les conversations qu'on a eues. Comment tu as commencé le cinéma en France? J'ai commencé vraiment... j'ai toujours su que je voulais faire ça. C'est un truc... j'ai toujours su que je voulais raconter des histoires et je ne sais pas qu'on pouvait faire des films parce que je viens d'un milieu populaire, très éloigné du cinéma. On allait au cinéma, on allait voir des films, mais on ne savait pas qu'on pouvait en faire partie de cette histoire-là. Donc, de ce métier-là. Mais j'ai toujours su que je voulais faire un truc qui était proche de ça. Et je pense d'ailleurs que je suis devenu metteur en scène et auteur parce qu'il n'y avait pas les scènes de spectacle et tout ça, parce que ça c'est une chose qui est totalement nouvelle en fait dans notre écosystème, dans nos vies. Tu vois, c'est des choses. Peut-être que si j'avais connu ça à mon époque, peut-être que j'aurais voulu aller justement devenir auteur, monter sur scène, raconter des histoires différentes. En tout cas, voilà, moi mon médium à l'époque c'était la télé et le cinéma et le théâtre, j'étais pas très familier avec ça. Donc du coup j'avais envie de raconter des histoires et raconter des histoires avec des images qui défilent sur un écran. Tu vois, c'était donc mais ça c'est voilà, j'étais très focus depuis l'âge de 12 ans. Tu as quand même commencé avec des personnalités qui sont devenues des légendes dans le cinéma français et dans la comédie française. Tu peux en citer quelques-uns? Oui, bah, on a démarré ensemble. Ouais. Il y a eu Jamel Debbouze, il y a Laurent Deutsch, il y a Omar Sy. Dans Le ciel, les oiseaux et ta mère. Omar Sy, je l'ai fait démarrer. Je l'ai rencontré par Jamel Debbouze. Et on a tourné une pub en 1998 pour Équilibre de fruits d'or. C'était quand même un truc improbable. Et c'était. En fait, on avait fait des sketchs avec Jamel pour Canal+, qui s'appelait. Où Jamel était projeté dans des univers incroyables. Et on avait fait Jamel, Duc des Lombards, avec Eric et Ramsey, avec Vincent Dezania, avec. Sur un fond blanc, non? Non, ça c'était c'est Jamel, c'est le cinéma de Jamel. Mais on avait fait. En fait, ce qui avait permis à Jamel de rentrer chez Canal+, c'est un format que j'avais réalisé et qu'on avait produit ensemble à l'époque et c'était produit par Jacques Massadian qui était l'un des patrons de Radio Nova. Et donc en fait j'avais réécrit et mis en scène en fait ce truc-là. Ça s'appelait Le Monde de Jamel et c'était Jamel qui devenait duc des Lombards au XVIIe siècle et qui se retrouvait dans un truc. Tu avais vu ce truc-là ou pas? C'était complètement fou et c'était en 96, 1996, donc c'était 1996, fin 96. Et c'était vraiment avant l'explosion de tout le monde. Et c'était vraiment des scénettes improbables, géniales. Et en fait, il y a une agence de pub qui était tombée là-dessus et qui s'est dit c'est fou ce truc, on voudrait faire la même chose et tout ça. Et Jamel était déjà devenu très exposé, il ne pouvait pas faire une pub pour Équilibre de fruits d'or. C'était Équilibre de fruits d'or, c'est bon pour dans ton corps. C'était un peu sollicité. Mais bon, du coup, moi j'ai besoin d'oseille, il fallait travailler. Et ils viennent me voir, ils me disent tu veux pas faire ce truc-là? Et puis je le propose à Jamel, il me dit non, je propose. Et puis il y avait Omar qui était là et qui était tout le temps avec Jamel. Et donc je lui dis tiens, et je me disais tiens c'est super, on va faire une pub pour du beurre avec un Renoir quoi. Et donc du coup les mecs m'ont dit ah ouais c'est super et tout, on a fait n'importe quoi. C'était une pub mais complètement débile. Et on a eu des prix partout. Et donc voilà, donc la première fois que j'ai fait travailler vraiment Omar et sur lequel on s'était vraiment marré, c'était Je ne même pas. mais non, t'imagines, c'est sorti en 98.
Elle est sortie juste avant la Coupe du Monde et on a eu plein de prix grâce à ça. Et donc j'ai vu que je fais plein de pubs derrière. T'as fait des pubs, après t'as fait des films. Quel est le film qui t'a mis vraiment sur la scène? C'est mon premier film français? en fait, c'est le Ciel, les oiseaux et ta mère. Ah, c'est celui qui t'a vraiment propulsé directement. Qu'on a fait en 97. Et pourquoi tu dirais? Parce que c'était un film qui a marqué un peu son époque, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'équivalent avant. Parce que c'était le timing. Parce que c'était une version colorée. En fait, cette chose que nous on connaissait en banlieue, à savoir en fait, on n'était pas forcément condamnés à tous vivre en noir et blanc dans un film comme La Haine, qui est un masterpiece, qui est un film génial, qui est tout le monde est. Mais l'idée c'était de se dire en fait, il existe une version colorée de La Haine. Et ça s'appelle Le Ciel, les oiseaux et ta mère. Voilà, c'était en fait un truc plus. Avec des mecs, nous on n'a rien, mais on déconne tout le temps. On est bon, en même temps, quand on part dans un endroit en vacances et qu'on n'a pas de thune, on peut pas faire grand chose. Donc on a répliqué les galères de la cité à la mer. Mais c'était très léger, il n'y a pas de flics dans le film. Voilà, c'était vraiment un anti La Haine, mais c'était une réponse du berger à la bergère, quoi. C'était un peu l'idée. Il y a un contrôleur de bus. Il y a un contrôleur qui représente l'identité. Et voilà, et c'est tout, et qui est juste une entrave pour aller vers l'amour, quoi. Et à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui te bloque, voilà, donc là c'était le contrôleur. Mais quand même, voilà, on arrive à passer l'obstacle de le contrôleur et aller. Vous avez plein de points en commun. Mais enfin voilà, donc c'était. Ça date de. C'était voilà, pour terminer là-dessus, je pense que Le Ciel, les eaux et ta mère, c'est un film qui est porté d'abord par un casting. Hein. Moi, j'y suis pas pour grand-chose en fait au final. C'est juste que Jamel, je pense que l'énergie de Jamel, c'est fondamental. C'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit. Je pense que les gens voulaient d'abord voir Jamel et après ils ont rencontré un film avec Julien Courbet dans le film qui est exceptionnel, Michael Rorty, voilà, c'est des personnages qui ont un peu marqué à l'époque leur jeunesse. Tu avais des doutes avant le film ou tu savais que ça allait cartonner? Tout le temps. D'accord. Mais ça t'a boosté ta confiance pour les prochains films, non? Ça m'a boosté tellement que je suis redevenu étudiant, parce que de toute façon on a fait le film en 97 mais il est sorti qu'en 99. Okay. Donc entre temps tu fais un film, tu dis ouais c'est super, tu crois que tu vas réussir dans la vie, puis tu regardes ta fiche de paye et pas d'argent parce que tu as fait le film gratos et que tu as besoin de ta bourse d'étudiant pour pouvoir vivre et tout ça. Donc tu redeviens, tu as fait un film d'ailleurs. Et tout le monde te prend pour un mytho parce que t'es où? Il est autant film. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un film, j'ai tourné un film. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et tout le monde te prend pour un mytho à la fac. Ouais. Tu retrouves bouffer des sandwichs au thon à la catalane. Et il se passe. Et puis à un moment donné, le film il sort et tu sais pas, voilà, il sort avec beaucoup de retard. Il sort le 20 janvier 99. Et là, il a un succès incroyable. Et là, tu es en train de réviser tes partiels et tu dis, je vais pas aller au bout des partiels, je crois. Je crois que je vais faire du cinéma. Karim, moi je sais pourquoi Jamel il est à Dubaï. Il vient chaque année depuis très longtemps. Et il est en train de cogiter sur un projet cinéma ici. Mais toi, je te connais que depuis 2 jours. Et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui t'amène à Dubaï, parce que c'est aussi le but de ce podcast, c'est de savoir qu'est-ce qui relie les gens qui viennent de France à Dubaï, pourquoi, et quel serait le processus de... Moi, je pourrais te dire facilement que la période avec la pandémie, mais c'est pas que ça en fait. Bon, on fait des affaires, donc je suis venu, j'ai investi dans une petite affaire là, mais c'est pas grand-chose. C'est juste en fait... que je me justifie de venir en fait. D'accord. Tu vois, si je viens, je viens pas en vacances. Pour le plaisir d'abord. Bon, si c'est détendu, mes réunions, tout ça, il y a beaucoup de plaisir, mais il y a quand même une petite notion d'affaires. Et oui, donc à cela, la période très très compliquée qu'on vit en France là, c'est une vraie bouffée d'air et de revoir un peu les gens vivre normalement. Mais je pense qu'au-delà de ça, est-ce que tu as vu un manque à Dubaï que tu pourrais combler, quelque chose qui pourrait démarrer ici moi, je n'ai pas la prétention de penser qu'il y a des manques. Je pense qu'ils sont très forts. S'ils ont fait en 20 ans, tu ne dois pas manquer de beaucoup de choses. Hein. Ça inspire. Ouais. Et après, c'est devenu une mégapole, on va dire. Et voilà, c'est ça qui va faire naître, je pense, le côté culturel. Après les constructions, après avoir tout fabriqué, tout construit, il y a la vie. Et je pense que quand on vit, après on a besoin d'aller au cinéma, on a besoin d'aller... Bon, les restos, c'est fait. Ouais. Ils sont très forts d'ailleurs. Et voilà, sortir, les loisirs, tout ça. Et je pense que d'un point de vue culturel, d'ailleurs je vois, il y a un grand musée qui est en train de se terminer là, le musée du futur. Ouais.
Et je pense que là, il y a... Non, culturellement, ça bouge. Ouais, Culturellement, ça à ce bouge. niveau-là, je crois qu'il va y avoir aussi un... Est-ce que tu penses qu'en France, ça sature un peu dans l'industrie dans laquelle tu travailles? Non, parce que tu sais, ça se renouvelle tout le temps. Ça se renouvelle tout le temps, les générations changent, les envies changent. Et puis voilà, les gens grandissent. Et non, je pense pas que ça se sature quelque part. Peut-être que des styles, oui, mais le cinéma, il marchera toujours en France. Ça te motiverait de commencer à zéro ici? Ouais, mais Nouveau challenge? oui, ce serait super. Mais d'ailleurs, on en parle, on visite des lieux, il y a des choses il y a des choses qui se préparent. Est-ce qu'elles vont aller au bout? J'aimerais beaucoup. Parce que voilà, ça sera toujours une chose en plus qu'on va faire. Mais je pense que ça va se faire de toute manière. Moi, j'habite ici depuis 8 ans et moi, je suis passionné de stand-up. Je vis avec ça, je prends mon petit-déj avec, mon dîner, je dors avec. Je regarde principalement de l'américain et du français. Et je suis jamais allé à un spectacle de comédie ici, à part une fois Jamel est venu, il y a 3 ans, je pense. 3 ans, et Dave Chappelle, il y a 2 ans. Mais c'est vrai que niveau comédie, il y a beaucoup à faire ici. Il y a Gad qui est venu, il y a le... Il y a le Farid qui est venu. Mais c'est pas Il y a local. le Montreux Comédie qui est venu plusieurs fois. Ouais. Non, il y a C'est beaucoup très de... ponctuel, c'est vrai. Non, c'est très international, mais on n'a pas de talent, on va dire, arabe, arabo-francophone, arabo-anglais, qui sont ici, qui vivent ici. Ah ouais, c'est Pourtant, il y a beaucoup de potentiel, je Il y a pense. une grosse scène. Il y a une grosse scène qui Mais- existe internationale. En Angleterre, il y a plein de gens qui sont capables de parler et arabe et anglais, de faire Ouais, des choses. mais moi je fais de la comédie, mais c'est plutôt sur YouTube, dans des séries télé, etc. Mais à chaque fois que les gens me demandent pourquoi tu fais pas du stand-up, il n'y a pas de réseau prêt à m'accueillir. Comment est-ce que tu peux Moi, je démarrer pense une que industrie ici? Quand nous on a commencé à Paris, bon ça existait déjà les scènes, il y avait déjà le théâtre a toujours existé. C'est pas... Après le stand-up c'est un style encore, mais ça reste dans la famille, tu vois. Mais ici ça va. Je pense que oui, c'est comme on va dire le mouvement rap, le hip-hop. Ça s'est propagé partout sur Terre et je pense que le stand-up va arriver ici. Il a sa place à mon avis. Hein. Il a sa place. Il faut organiser, ça demande des moyens, mais pas si grands que ça. Des lieux, les lieux il y en a beaucoup même je pense, et qu'on peut remplir. Ouais. Et Jamel, un cinéma entre le Moyen-Orient et la France, ça ressemblerait à quoi? Un cinéma entre... Comment est-ce qu'on pourrait créer un pont entre le cinéma français, le cinéma Tu veux dire arabe? un cinéma physique ou un cinéma... Non, le cinéma en général. Ah, la production, Ouais. Ah oui. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Ah oui, non, mais c'est une certitude. Et je pense que aujourd'hui, non, ce qui est vraiment bien aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte en fait de la vitalité de la production internationale en étant par exemple sur des plateformes comme Netflix, où on voit de plus en plus de séries qui viennent d'Égypte, où on voit des séries arabophones, on voit des choses que moi je ne savais pas par exemple qu'il existait des films d'horreur égyptiens, je ne savais pas qu'il existait des... Ah ouais, ça existe? Ouais, tu vois, non mais vraiment, il y a des trucs incroyables sur Netflix et tu vois, mais... Ils étaient turcs. Non, il y a les Turcs qui font des grands drames, font les grands drames du Covid, devant lesquels qui font pleurer le monde entier. Les séries turques sont très suivies par nos mamans. Par les Arabes, oui. Oui, parce que justement, Il y en a une qui a 1600 épisodes, je pense, 1200 c'est épisodes. possible, oui, mais parce que c'est du soap opéra, c'est des soaps qui sont très spécialisés là-dedans. Parce que les Syriens le faisaient beaucoup, mais avec ce qui s'est passé en Syrie, là il y a eu un frein quand même terrible. Mais je pense qu'il y a une tradition de cinéma incroyable en Égypte, il y a une tradition de cinéma en Syrie, il y a une Est-ce que tradition. tu crois que cette tradition pourrait s'exporter en Europe? Est-ce que tu verrais un gars, je sais pas, à Texas regarder un film égyptien? Mais en fait, Sous-titré sur Netflix. tout ça pour te dire que justement, quand je regarde sur Netflix, c'est une plateforme qui est Peut-être pas dans incroyable, le qui est ouverte au Texas, monde. mais à New York. Ouais. Non, mais J'abuse un peu. Non, mais les films d'horreur dont je te parle, la série d'horreur, elle est totalement appréciable par le monde entier en fait. Elle a pas de, elle a une couleur, elle est localisée en Égypte, mais c'est tellement bien foutu qu'elle est totalement internationale. Donc je pense que, en tout cas, il existe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus concevoir le cinéma comme étant une. Tu vois, c'est pas parce que c'est projeté dans un écran de cinéma que c'est du cinéma. Ça peut être du cinéma même sur Netflix. Bien sûr. Mais je pense qu'on a eu Omar Sharif il y a 40, 50 ans et c'était pas si évident que ça. Donc, non, je pense que dans le monde du cinéma, il y a. Il y a plus Il y a une Tant que les vitalité. productions sont bonnes. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie proposition de cinéma de partout dans le monde.
Au Maroc, ça pousse. En Tunisie, ça commence à. On voit de plus en plus de choses. En Algérie, malgré les freins, il y a beaucoup de. C'est coproduit. Le cinéma est dans la rue. Non, oui, le cinéma, il est dans les familles, il est partout. Mais c'est vrai qu'en Algérie, beaucoup les cinéastes algériens ont quand même besoin de la France encore pour pouvoir s'exprimer, parce qu'il n'y a pas de cinéma en Algérie. Mais avec les séries, les chaînes de télé qui s'ouvrent et tout ça, il y a de plus en plus. En fait, avant qu'il y ait du cinéma, il faut qu'il y ait déjà des auteurs pour raconter des histoires. Ouais. Donc en fait, c'est ça. Je pense que le problème ici au Moyen-Orient, c'est l'écriture. C'est l'écriture. On a une écriture très faible encore. Et c'est la première chose qu'il faut développer, parce que la production, elle est là, les talents sont là, mais... Le cinéma arabe existe. Hein, oui, les Égyptiens sont très forts. Ouais. Mais une fois que tu sors de l'Égypte, c'est très chaud d'avoir une histoire qui tient la route. Mais tu sais, les histoires... la France produit énormément de cinéma. L'Inde produit énormément de cinéma, c'est le plus gros producteur. Mais les films indiens, on les voit pas. Parce que c'est très local. Ouais. C'est très fait pour un marché ultra local, et il n'y a pas de... Rares sont les films qu'on peut considérer comme étant un peu universels, qui arrivent en fait à transcender, à sortir de leur pays et à se propager. C'est la même chose avec le cinéma français. Le cinéma français, on produit quand même énormément de films, il y en a quand même que très peu qui voyagent dans le monde entier. Le dernier très gros succès international, c'est Intouchable. Tu vois, mais après, il y a plein de films dont tout le monde se dit « Ah, c'est super, les films cartonnent dans le monde entier », mais ils font 2 entrées. Ils sortent ici, ils sortent là-bas, alors ils ont des sorties, mais c'est microscopique. Le cinéma arabe, pour l'instant... C'est beaucoup le cinéma d'auteur, en fait. C'est beaucoup de cinéma d'auteur, celui qui voyage beaucoup. Ouais. Mais le vrai cinéma populaire, en fait, on se dit qu'il est pas, il est trop localisé et tout ça. Ouais. Mais je pense qu'à force, on va avoir de plus en plus de productions, il y aura de plus en plus de productions qui vont réussir à se déverser de par le monde. Tu te verrais, toi, aujourd'hui, producteur français, produire un film arabe? J'aimerais bien. J'adorerais, c'est mon but dans la vie là. Il y a un truc maintenant qui rapproche un peu toutes les populations, c'est les réseaux sociaux. Instagram c'est partout, Facebook c'est partout, et ça va, à mon avis ça va lisser, et c'est possible que des productions arabes elles seront faites de manière aussi à plaire aux occidentaux. Ouais. Parce qu'il y a ça. Bon après, je sais pas s'il y a autant d'échanges que ça, mais il y a une série qui s'appelle Bagdad Central. C'est une production anglaise qui a été tournée, un film sur la guerre en Irak, et tout le casting est irakien, mais la prod elle est anglaise, et j'avais la haine parce que je voulais être dans ce genre de projet, tu vois, parce que je suis arabe, je parle anglais, je suis irakien, je parle anglais, etc. Mais pour nous, talents arabes, il n'y a pas d'agence vraiment qui pourrait me présenter en tant qu'acteur, tu vois. Je connais pas d'agent ici, ou de... IMDb est très faible ici, tu vois. Comment est-ce qu'on pourrait créer un hub où les prods européennes pourraient découvrir des talents ici, qui pourraient être pour présenter nos propres pays, en fait, au final. Parce qu'eux, ils vont amener des acteurs égyptiens qui vont parler irakien, des acteurs marocains qui vont parler syrien, mais ils ont du mal, je pense que même eux ont du mal à trouver les bons talents pour les bons films et les bonnes séries. Je n'ai pas vraiment de solution là-dessus. Je pense que c'est malheureusement ça va être fait un peu de briquet de broc pour l'instant, parce qu'il n'y a pas vraiment. En fait, le marché n'est. En fait, pour qu'il y ait une organisation telle que celle que tu me racontes, il faut qu'il y ait un marché réel. Pour l'instant, le marché il est trop diffus, il est trop. Est-ce que la population ici va au cinéma? Oui, elle va au cinéma, mais elle va pas voir de films. Elle va pas voir de films locaux pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le nombre de personnes qui vont au cinéma, les pubs que ça peut engendrer, Mais voilà, il y a une industrie, quoi. Mais je pense qu'en fait, oui, il faut qu'il y ait ça va, en fait, ce dont tu parles va naître d'initiatives personnelles. Mais de notre rencontre déjà. Voilà. Exactement. Tu viens ici, on se rencontre. Tu es réalisateur, moi j'ai fait mon parcours aussi, et c'est comme ça qu'on se connecte. Mais c'est encore pas un système qui existe. C'est un peu encore à l'ancienne. Il y a pas parce que c'est pas. Mais d'ailleurs, peut-être que c'est mieux comme ça, parce que il y a quand même. Attends. Rome ne s'est pas fait en un jour, Paris ne s'est pas fait en un jour. Le cinéma, il faut du temps quand même pour fabriquer une cinématographie. Tu sais, cet endroit, il a été fabriqué très vite, mais en même temps, c'est quoi 50 ans à l'échelle d'une humanité, quoi. C'est quand même pas grand-chose. Et puis voilà, même si c'est nécessaire, le cinéma n'était pas primordial dans leur développement. La culture dans cet endroit ici n'était pas primordiale. Elle va le devenir parce que maintenant il y a de la vie.
Maintenant, il y a des bâtiments avec des gens qui vivent là, et à un moment donné, on se rend compte qu'on a besoin de rajouter le combien d'habitants ici? 2 millions, Dubaï, 3 millions, je pense. C'est 12 millions, c'est 12 millions la région. Mais si tu veux, à un moment donné, une fois que tu as bâti, que ça y est, on a sorti tout ça, tu vois, maintenant il va falloir faire vivre ces gens. Bien et sûr. La seule chose qui permet de créer de la... si tu de rapprocher les gens, c'est la culture. Oui, c'est la culture. Alors, tu vois, il y a le travail, mais bon, à un moment donné, il va falloir... Nous, on se rend bien compte aujourd'hui, dans nos vies... D'ailleurs, je suis un peu désolé pour les gens qui nous regardent et qui sont en Covid, mais c'est vrai que on est, dans nos vies Covid, on se rend bien compte de la nécessité d'avoir des échanges sociaux, d'avoir des endroits pour socialiser, des endroits comme des cafés pour se rencontrer, des lieux de culture pour pouvoir échanger. On ne peut pas vivre enfermé, c'est pas possible. Et en fait, quelque part ici, les gens dans ces endroits-là vivent dans des lieux, en fait ils sont dehors mais ils sont enfermés puisqu'il n'y a pas de culture. Donc pour avoir la culture, ils font quoi? Ils prennent des avions et ils voyagent. Et ils vont dehors ou alors ils regardent sur internet. Donc non, là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que maintenant que tu as une vie ici, maintenant que tu as des gens qui sont là et que tu as des sociétés un peu plus matures avec des gens... Mais alors que des banquiers, des financiers. Hein. Oui, avant les gens venaient faire des... En fait, ici les gens venaient faire des braquages ici à l'époque. Non mais, ils venaient faire des braquages. Ils venaient, c'était take the money and run, quoi. Tu prenais l'argent et tu te barrais. Ouais. Donc tu avais une mission. Là. Et maintenant il y a des gens qui vivent là. On a plein de potes qui sont là depuis 15, 20 ans. Et qui, ça y est, ils sont enracinés, donc ils veulent vivre. Et donc maintenant, ces gens-là, ils veulent autre chose pour pouvoir s'épanouir. Et la culture, elle est... Mais je pense qu'ils ont bien... À Abu Dhabi, ils ont bien compris le truc. Bien sûr, à Sharjah, ils ont absolument bien compris le truc. Hub culturel de... Et je pense que Dubaï, à un moment donné, va arriver aussi à ça. Après, sur tous les pays du reste, dans tous les autres pays dont on parle, autour, pour qu'il y ait l'envie de faire de la culture et l'envie de faire des films et tout ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de problèmes qui soient réglés. T'as pas forcément tu penses pas forcément à faire des comédie clubs, même si je pense que c'est nécessaire. En ce moment, tu vois, en Syrie, quoi. Même si je pense que c'est nécessaire. Non, mais c'est vrai, c'est pas forcément en ce moment avec tout ce qui se passe au Liban et pourtant, tout ça. Il y a un article sur Vice Arabia qui parle de la nightlife en Syrie. Bien sûr. Elle est elle est en train de décoller. J'allais dire ça explose, mais c'est très sensible de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait cet esprit de on ne sait pas si on en est vivant demain. Il y a ça, et puis il y a cette jolie phrase de Fernando Pessoa qui dit: la littérature comme toute forme d'art est l'aveu que la vie seule ne suffit pas. Et ben, la vie seule, elle ne suffit pas. À un moment donné, on a besoin d'un supplément, on a besoin de création, on a besoin de divertissement, on a besoin d'être... La vie seule, elle ne suffit pas. La vie seule, de toute façon, l'art, ça a toujours existé. Donc oui. Primordial. Primordial. Qu'est-ce qui t'a surpris, Karim, à Dubaï? Moi, c'est la rapidité de la construction. Moi, je viens d'Algérie. Il y a encore des immeubles depuis 30 ans. Ils attendent les vitres. Non, je déconne. Mais non, c'est vrai. Pas vraiment. Non, mais ce qui m'a surpris... Non, mais après, c'est vrai, cette facilité de faire du business, en plus, on vient de France, on sait que c'est quand même un pays capitaliste. Il n'y a pas de frein. Mais là... Tu vivrais ici? Vivre ici, c'est... Oui, mais bon, si j'ai le choix, j'aime beaucoup Paris, moi. Ah ouais. C'est rare que j'entende ça. Ah bon? Moi, j'aime vraiment Paris. Les gens que j'ai récemment rencontrés... Non, on est très français, en fait. Mais ça fait 3 mois que tu es ici. Mais c'est pas mais après, il peut y avoir des petites périodes comme ça. C'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons. Non, parce que moi, je suis un résistant. Pendant la guerre, j'ai choisi la résistance et donc j'ai créé mon Londres à Dubaï. Voilà, aujourd'hui, je crée avec toi. Aujourd'hui, c'est l'appel aux Français là. Tu vois, c'est Radio Dubaï. Mais non, je fais partie des Français résistants. Je fais partie des Français résistants qui sont à Dubaï. Si la question est-ce que c'est possible de vivre ici, c'est oui. Non, bien sûr. Non, mais très honnêtement, la France nous a offert des opportunités qui sont uniques, quoi qu'il arrive. On a été élevés, éduqués, on a déconné. Enfin, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à mes parents, ces gens qui se sont sacrifiés, mais je le dois quand même aussi à la France qui nous a permis. C'est vrai qu'on ne la complimente pas assez, la France. Non, parce que c'est important, très honnêtement, d'être. Est-ce qu'ils nous demandent déjà? Ouais, on peut la critiquer. Moi, je la critique beaucoup parce que je l'aime et que tu vois, et que je suis très exigeant avec on émet quand même des critiques très violentes envers nous. Donc mais je trouve moi en tout cas je suis dur aussi parce que c'est un pays que je pense dont il faut prendre soin et qui est absolument qui se mésestime. Je pense que c'est un pays qui se mésestime. On est totalement capable d'accomplir de grandes choses, sauf qu'en fait il y a une espèce de
tout est, tu vois. Preuve, on gagne la Coupe du Monde. Non, et pas qu'une fois, on a fait la gagne plusieurs fois avec. Mais bref, non mais tu vois, on est capable en France de faire avec des mecs de chez nous. Hein. Mais les gens sont dévalorisés, les gens se dévalorisent eux-mêmes et il y a pas cette culture de. La confiance est en train de nous échapper en France. Il y a un truc très triste de confiance et d'optimisme qui est. En France, que ce soit socialement ou même l'éducation, ils mettent beaucoup de moyens. Après, il y a eu des politiques, ils ont voulu un peu d'austérité et tout ça, et bon, après, ça provoque des tensions, c'est ça. Si tu éduques comme il faut ta population et que tu la soignes et tu la mets pas de côté, c'est sûr que là, avec ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, 30 ans, à tout serrer, ça crée des problèmes. Mais tu vois, nous par exemple, c'est vrai qu'on a cette double culture. Moi je suis ici depuis longtemps, depuis quelques mois, parce que c'était plus facile pour travailler, pour développer les projets dont on parle ensemble et tout ça. Mais c'est vrai qu'on fait partie quand même de ces personnes qui ont quand même la possibilité de vivre dans le meilleur des deux mondes. Et c'est vrai que le côté, le monde arabo-musulman tel qu'il se configure ici, il est quand même assez exceptionnel. Tu vois, c'est quand même un truc. Mais le monde. L'Occident en France, c'est quand même pas mal. Très honnêtement, j'ai voyagé beaucoup. C'est quand même. T'as beau dire, hein, j'ai un pote qui est juste là. Il est quand même toujours content de revenir en France. Ouais, c'est beau la France. Ça inspire la France. Lui, il est lyonnais. C'est l'une des plus belles régions qui soit pour manger, pour vivre, tu vois. La France. T'as tout en France. C'est vrai. Tu vois, tu peux ne jamais partir. Ouais. Et tu as l'impression d'avoir tous les paysages. Le problème, c'est les extrêmes, c'est toujours pareil. C'est des nationalistes là qui se posent la question encore sur l'identité, tout ça. Ouais, oui. C'est ça qui crispe, sinon. Ouais. Pour clore un peu ce podcast, qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou une jeune français ou française qui aimerait... Barre-toi. qui aimerait quitter la France pour Dubaï avec un rêve, avec beaucoup d'ambition? C'est une très bonne expérience. Il faut y aller de toute façon. Je pense qu'il faut venir armé. Il faut pas... si tu viens à Dubaï, t'es challengé quand même par énormément de population. Le top de partout. Alors en fait, alors c'est compliqué. Le top de partout, oui. En tout cas pour les jobs très pointus et tout ça, c'est vrai que c'est sûr. Tu peux pas accoucher de cette ville et de cet environnement-là si t'as pas eu le top du top partout, quoi. Mais quand tu viens ici, il faut te rendre compte que voilà, tu vas être challengé quand même par des gens extrêmement performants dans tous les compartiments. C'est-à-dire que tu peux pas venir ici avec un petit bagage scolaire ou de diplôme et tout ça. Si tu arrives ici, tu arrives blindé, avec un maximum de diplômes et un maximum de... Soit beaucoup de diplômes, soit beaucoup d'argent. Soit beaucoup de diplômes, soit beaucoup de talent. L'argent, tu peux peut-être encore... Tu vois, l'argent, si tu es un... Alors, il y a plein de gens... Non, parce que ça coûte d'arriver à Dubaï. Bien sûr, mais oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu es ingénieur, si tu es ingénieur et que tu es dans une spécialité que eux recherchent ici et tout ça, ça va être super. Mais très vite, une fois qu'ils auront compris comment ton job fonctionne, ils vont te remplacer par un Ukrainien qui coûte 10 fois moins cher et qui est tout aussi formé et qui va simplement exécuter ce que toi t'auras mis en place. Donc tu peux pas arriver... La seule chose... Les pharmacistes, ils peuvent pas trouver de travail ici. Parce que, voilà. Mais par exemple, un jeune type de banlieue ou les mecs avec lesquels j'ai... s'il est simplement... il se dit, tiens, voilà, j'en ai marre de la France, Dubaï c'est sympa parce que je vois plein de trucs sur Instagram et je vais faire Uber ici. Et quand tu es Uber ici, tu es challengé par des Pakistanais qui gagnent 500 € par mois. Tu peux pas faire une vie à 500 € par mois. Donc tu vois, soit tu arrives ici avec un gros projet pour faire un truc avec... toi, tu arrives avec un projet... comme fort, Karim en fait. Comme Karim, tu arrives avec une expérience. non mais tu arrives avec une expérience, tu as des moyens pour pouvoir faire des choses. Non, mais, c'est juste pour se justifier si on vient pour faire du business. Si on le fait pas, c'est pas grave. Non, mais exactement, il y a la plage. Non, mais tu as choisir de pouvoir venir. Soit tu viens en vacances et là la question ne se pose pas. Tu vois, et soit tu viens vraiment pour pouvoir faire ta vie. Et si tu viens pour faire ta vie, il faut savoir que voilà, il vaut mieux être ultra qualifié parce que ce pays. Voilà, t'es quand même payé en fonction de ta nationalité, ton passeport, tes compétences, et il vaut mieux faire envie que pitié ici, quoi. Voilà. Donc donc voilà, la vérité c'est ça, c'est que c'est pas le Instagram qu'on voit avec tous les Instagrammeurs où ça brille partout, où ils te montrent mes vacances elles sont super. Oh, tout comme Paris sur Instagram, c'est différent aussi. Mais il y a de moins en moins d'Instagrammeurs à Paris, bizarrement. Tu vois, ils sont tous à Dubaï. Ils sont tous à la palme. Tu vois non, mais tu vois, mais voilà, mais c'est très.
voilà, il faut simplement dire à tous ces jeunes, c'est surtout pour les jeunes en fait, c'est que voilà, si tu viens à Dubaï, c'est super pour plein de raisons qu'on peut comprendre culturellement et tout ça, mais faut pas, voilà, ça peut vite se transformer en cours des miracles, hein, et ça peut le miracle, enfin, ça peut être très violent. Ouais. Tu vois, tu peux vite te retrouver dans une précarisation terrible. De toute façon, ici, si t'as pas de boulot, ils te laissent pas rester. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est réglé. C'est vrai. Tu viens 3 mois. Enfin, j'ai vu que tu pouvais rester un peu plus longtemps là maintenant avec le visa touriste. Ils veulent tellement. Ah ouais, tu peux rester 4 mois maintenant. Ouais. 3. Mais tout change. Tout change. Mais il faut bien occuper hein, tout ce qui s'est construit. En tout cas, pour être synthétique, voilà, si tu viens ici, si ton projet c'est autre chose que des vacances, si c'est pour s'installer, faut vraiment venir avec un talent, vraiment venir avec un bagage universitaire, en tout cas de diplôme et tout ça. Et il faut bien baquer les choses parce que des coups de Trafalgar, il y en a quand même à chaque coin de rue. Ouais. Des gens que je connais qui sont venus pour un job, qui se sont retrouvés ici sans job, j'en connais. Non mais finalement, excusez-moi, je suis désolé, en fait, on peut pas vous filer parce que c'est la crise. Et tu te retrouves, tu as tout lâché en France, et puis tu te retrouves là, et puis voilà, c'est compliqué. Et donc si voilà, faut vraiment. Mais c'est en tout cas, quoi qu'il arrive, si tu peux te le permettre quand tu es jeune, tu te dis bon, allez, c'est pas grave, je vais manger des pâtes et des trucs, et si tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans et que tu as envie de tenter un truc, c'est super. Faut venir le tenter. C'est un hub extraordinaire. Tu es à mi-chemin quand tu peux voyager. Tu es à côté de l'Asie, tu peux tout voyager. Enfin, si tu restes 2-3 ans ici, tous les week-ends, tu peux de la carte. C'est vraiment aussi l'impression que ça donne si tu aimes bien travailler, si tu as vraiment de la volonté et de l'ambition. C'est magnifique. C'est un bon endroit pour. Ouais. Ça, les gars. Je sais pas, t'arrives dans un pays où on te laisse rien faire et. Ouais, non, c'est très ouvert en fait. Donc, mais il faut venir avec un talent. Ouais, bien sûr. Tu vois, il faut venir avec quelque chose. Faut pas venir en étant. Voilà, c'est juste rêveur. Ouais, tu vois, non mais je me suis retrouvé comme ça, tu vois, avec si t'es Uber à Paris ou si tu fais, t'as pas ta place ici, quoi. Tu vois, tu vas être très malheureux. Ouais. Tu vois, ça va être. Il faut que tu réformes tout ça pour faire autre chose très vite. Ouais. Dans la restauration, devient cuistot. Alors là, oui, ils cherchent des cuistots français. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais voilà, c'est. Les gars, j'en apprends tous les jours avec vous. Je suis passionné par nos conversations. Vous êtes tous les deux dans des milieux qui m'inspirent et que je me projette dedans. Donc c'est un réel plaisir de vous connaître. En tout cas, toi aussi, tu nous inspires. Moi, je te connaissais sur Internet. Je suis très fasciné et très épaté par cette dextérité que tu as de parler dans toutes les langues et de t'adresser à tout le monde. Et puis, Algérien bientôt, je vais apprendre l'algérien. Déjà, t'es tunisien. Presque tunisien. T'es presque tunisien. Tu vois. Ouais. Non, c'est vraiment. Non, mais ça fait. Non, mais c'est super. Donc, tu es une représentation positive, formidable. Donc, on peut, tu vois. Mais si on veut réussir à Dubaï, t'es la preuve vivante aussi qu'il faut réussir avec beaucoup de talent. Ouais. Bah écoute, merci. Karim, merci à toi. Merci à toi pour l'accueil encore. Et j'espère un jour refaire un épisode avec vous deux. Toi, après avoir ouvert ton premier comedy club à Dubaï. Mais de toute façon, tu vas jouer dedans. Donc, ah ouais direct? C'est bon, bah oui. Et je jouerai dans ton film? Tu seras maître de cérémonie. Et puis évidemment, on va pour le film, je peux pas te garantir, mais pour la scène. Ouais. Non, mais j'espère vous revoir dans un épisode dans quelques mois ou quelques années après avoir vu ces projets aboutir et en parler. Merci à toi. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, merci d'avoir regardé et je vous dis ciao ciao.